Merci Liazid, merci à vous. Merci Monsieur le Président pour votre invitation. Merci à vous d'être là, merci pour votre écoute. J'ai axé ma contribution, ma communication sur le moment 62. Ouais, c'est vraiment ce qui a été dit là avant par Nasser sur le démarrage de l'Algérie après le référendum d'autodétermination, la mise en place des institutions. Et donc, il me semblait que ce moment était extrêmement important pour éclairer l'actualité d'aujourd'hui. Peu de gens, justement, notamment les jeunes générations, du tout, ne connaissent pas ce moment. Tout se passe comme si il y a eu un effet tabula rasa, c'est-à-dire la France est partie, l'indépendance est arrivée, il n'y avait plus de Français, et l'Algérie démarre sur de nouvelles bases avec le gouvernement Ben Bella. Après, on sait ce qui est advenu, et que donc, même les anciennes générations, quand je leur dis des points d'histoire du moment 62, ils sont assez décontenancés. Par exemple, je vais très vite, je vous dis que Roger Roth, qui était le vice-président de l'exécutif provisoire, qui était député à l'Assemblée algérienne de 62, la constituante, qui était vice-président de la constituante, est devenu président de la constituante algérienne en 62. Au moment de la démission de Ferhat Abbas, Ben Bella a été le voir et il lui a dit « il faut que tu prennes en charge l'Assemblée ». Et il dit « j'ai hésité ». Il y avait 3 vice-présidents, il y avait Lamine Aqal, il y avait Haj Ben Allah lui-même, et donc il lui dit « tu es avocat, tu es avoué, tu vas prendre la présidence, tu vas nous aider ». Et Roger Roth prend la présidence. Donc il y a eu un président européen de la constituante algérienne de 62 qui a duré un an, on le sait, de septembre 62 à septembre 63. Voilà, un fait comme ça, disons, tout à fait, j'allais dire, oublié ou occulté de l'histoire. Alors, je dis bien, revenir sur 62, c'est aussi parler du présent, dans le sens où, dès 62, on sort d'une guerre, ça a été dit, une guerre atroce qui a revêtu des formes de guerre civile. Il faut voir que l'été 62, il y a eu énormément de morts. Il y a eu la politique de la terre brûlée de l'OS. Il y a eu des luttes fratricides entre Algériens. Il y a eu ce qu'on a appelé des massacres. Il y a eu beaucoup de dérives. Et, des crimes de l'OS et la marche d'ailleurs de l'état-major sur Alger qui a fait des morts. Donc ça a été des mois de grande violence. Et sorti de ces mois de grande violence, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre moi je caractérise ça comme une épiphanie, comme un apaisement, où il y a 200 à 250 000 Européens qui restent en Algérie, 200 à 250 000. On pensait d'ailleurs, et Roger Roth, comme Charles Koenig, qui était vice-président aussi de l'exécutif provisoire, pensait qu'il y aurait 400 000 qui reviendraient, 300 000 resteraient en France, et que donc on repartirait sur une Algérie plurielle, ouverte aux Européens, aux Juifs, aux Européens, à toutes les communautés qui avaient coexisté dans certaines difficultés, effectivement, dans des conflits dans l'Algérie coloniale. Et que donc il y a 200 à 250 000 Européens qui sont restés. Et ça, on le sait peu. Donc l'Algérie démarre en 62 avec une constituante. Il y a 16 députés européens. Il y a 16 députés européens sur 196. 196 députés. Il y a donc... Et moi, qui travaillais sur l'éducation, j'ai vu qu'il y a une rentrée scolaire qui se fait avec 12 000 instituteurs pieds noirs. Ça, on le sait peu. Il y a 12 000 instituteurs qui vont ouvrir les écoles en septembre 62. 12 000 instituteurs, autour d'un millier d'enseignants du secondaire et des universités. Ces 12 000 instituteurs étaient affiliés globalement au SNI, au Syndicat national des instituteurs, section algérienne, qui avait été proche de Messali. Dans la FEN, ils avaient été proches de Messali. Ils avaient
disons, étaient pour l'indépendance algérienne, hein, pour la plupart, c'était des militants, mais du point de vue de la perspective messaliste. Hein. Ils avaient cédé à la fin sur les années 60 sur l'interlocuteur principal, c'est-à-dire ils voulaient que Messali participe à la sortie de guerre, et donc, comme ça s'est pas fait, De Gaulle a été vers le FLN, donc ils ont été aussi de ce côté. Ils ont été voir, le SNI Algérie a été voir Ben Bella et Boumediene à Tlemcen, ils lui ont demandé de faire la rentrée, Ben Bella leur a dit, ce qui est quand même, à mon sens, un discours de colonisation positive à l'époque, hein, il leur a dit, Monsieur Rigaud, Monsieur Koenig, l'Algérie a besoin de vous, nous avons besoin des traminots, des cheminots, des postiers, de tous les travailleurs. Vous nous avez laissé l'Algérie, ça c'est Charles Koenig et Louis Rigaud qui le disent dans leur mémoire. Vous nous avez laissé l'Algérie comme une Cadillac sans essence. C'est vous l'essence. Aidez-nous à démarrer. Aidez-nous, c'est quand même, disons presque un plaidoyer pour une colonisation positive, en disant finalement, vous devez nous aider à construire l'Algérie. Et ces institutions ont ouvert leurs écoles, ils ont continué, puisque les accords d'Évian prévoyaient qu'entre 62, pendant 3 ans, les Européens d'Algérie étaient de droit civique algérien, ils pouvaient voter, ils pouvaient être élus, mais ils avaient la possibilité de changer et de demander la nationalité algérienne ou française au bout des 3 ans. Et donc, les pieds noirs qui étaient là étaient, disons, dans cette expectative de demander ou pas. Certains ont demandé après la Constitution de 303, qui vient très vite, où l'islam est religion de l'État, et le Code de la nationalité de 63 qui dit que c'est la filiation, disons, religieuse, enfin la filiale, voilà, qui dictait le fait qu'on devenait algérien, que les Européens devaient faire, disons, le pas de demander la naturalisation, de devenir algérien. Du coup, beaucoup ont hésité et certains se sont fait rapatrier, notamment certains syndicalistes laïcisants ou laïcs disaient, quand j'ai vu, moi, article 1, Islam, religion de l'État, dans Constitution 63, pour un laïc, ça me posait des questions, mais j'ai rien contre l'islam, et donc je suis rentré en France. Je parlerai peut-être dans les débats, s'il y a des débats ou des questions, sur ce statut un peu ambigu qui a confronté les autorités algériennes, disons, aux autorités françaises sur le statut de ces Européens d'Algérie, puisque les Algériens voulaient les considérer comme Algériens et les Français comme coopérants. Dans ces années-là, or, ils étaient là dans l'attente de devenir Algériens. Donc, les Européens étaient là, ils ont ouvert les écoles, l'université algérienne a démarré avec un recteur français, qui était André Mandous, le grand résistant André Mandous, qui était indépendantiste, qui avait fui l'Algérie en 1957 parce qu'il avait été menacé par les ultras et les étudiants ultras, et donc qui avait été même arrêté après, jugé à Strasbourg, et qui donc rentrait en Algérie, a pris la direction de l'université algérienne pendant 1 an. Là aussi, il a démissionné très vite après. Les ingénieurs y étaient. Celui qui a ouvert la centrale électrique d'Alger, qui, disons, donnait l'électricité sur toute l'Algérois ou les grands départements algériens, était André Vella, un ingénieur pied noir de Annaba qui est rentré en France en 1975. Il avait démarré à l'EGA en 1957 et il est rentré en France en 1975. Les ingénieurs donc ont soutenu, enfin ont pris en main les choses, les barrages, les routes, les aéroports, et puis même un certain nombre d'institutions qui vont faire l'industrialisation de l'Algérie. Je pense à la SBS, la Société Benoîse Sidérurgie, qui va devenir la SNS, et l'ISI en parle, et ça a démarré avec des ingénieurs qui étaient sur place et des jeunes Algériens qui rentraient des grandes écoles et qui ont démarré les choses à partir de 63, 62, 63. Donc, je ne parle pas ici des pieds rouges, ni des coopérants, je parle des pieds noirs qui sont revenus, qui sont restés. Beaucoup étaient partis
partis pendant l'été 62, d'autres sont revenus. Que donc, globalement, il y a eu des pieds noirs en Algérie, 200 000 hein, au moins, dans toutes les institutions, dans la recherche, dans les laboratoires, dans la magistrature, des avocats, etc. Donc, je disais que ce moment est extrêmement important pour aujourd'hui. Quand on parle de réconciliation algérienne on oublie effectivement qu'il y a un moment de solidarité, d'engagement de tout banc entre des jeunes Algériens qui rentraient des grandes écoles de l'étranger, qui avaient fui l'université coloniale et qui rentraient à ce moment-là et qui rentraient de divers horizons, notamment des pays de l'Est, des pays arabes, etc., qui ont démarré cette construction. Et ce moment est extrêmement intéressant d'un point de vue institutionnel, parce que je vais revenir un petit peu avant, si j'ai le temps, de parler de l'exécutif provisoire. Les accords d'Évian prévoyaient un exécutif provisoire, c'est-à-dire un gouvernement de l'Algérie transitoire, qui a pris place à partir du 19 mars, mais qui s'est mis fin mars en place à Rocher-Noir, à Boumerdès actuellement. Et cet exécutif provisoire était le gouvernement de l'Algérie pendant cette transition chaotique, anarchique, disons, du 19 mars au 5 juillet. C'était lui véritablement le gouvernement en place. D'ailleurs, De Gaulle, le 3 juillet, quand le référendum donne l'autodétermination, enfin, massivement les Algériens votaient pour l'indépendance, De Gaulle a un échange de lettres avec Abdelrahman Ferres, qui était le président de l'exécutif provisoire, sur, disons, l'échange et la remise, disons, de l'autorité ou de la souveraineté à Ferres, qui lui va remettre les pouvoirs à l'Assemblée constituante le 29 septembre 62. Donc, il y a eu un gouvernement, l'exécutif provisoire est très intéressant, du point de vue, disons, de l'opportunité de ce qu'aurait pu être l'Algérie comme modèle pluraliste, de sortie d'une guerre, mais comme modèle pluraliste. Pourquoi? Parce que l'exécutif provisoire était composé de 12 personnes. 12 personnes, des Européens, des membres du FLN, il y en avait 5, 3 Européens, c'était Charles Koenig, qui était député-maire de Saïda pendant la colonisation, qui avait reçu De Gaulle et Bijard, et qui était dans le secteur de Bijard, dans sa tournée des popotes. Donc Charles Koenig est membre, c'est un instituteur, membre du SNI, les membres de l'exécutif provisoire. Il y a Manoni, qui est médecin, qui avait perdu un pied, enfin, à cause d'un attentat au AS, qui était corse, et qu'on a rappelé d'ailleurs de Corse, et qui est arrivé, d'origine corse, qui est arrivé, donc, fait partie de l'exécutif provisoire, et Roger Roth, qui était le député-maire de Skikda, Philippeville, qui était donc qui avait tenté aussi un gouvernement paritaire communal paritaire à Skikda, et qui donc a accepté d'être dans cette 3 Européens, et ensuite Farès, qui est quelqu'un de la 4e République, qui est connu, qui venait de sortir de prison, qu'on appelait le trésorier du FLN, et qui est quelqu'un véritablement qui a fait de la politique, qui est rompu à la politique, qui est un type dont on pourrait caractériser, une personnalité, pardon, qu'on pourrait caractériser comme médiateur de l'entre-deux. Il a toujours été, d'un point de vue de l'entre-deux, du go-between entre les communautés et les oppositions. Donc, trois Européens, présidents issus donc du monde politique français, de la 4e finalement. Et puis, les autres, c'était des centralistes. Les représentants du FLN étaient des centralistes. Il y avait Moustfaï, qui était aux affaires générales, Bled Abslem, qui était étudiant, revenait, on disait étudiant d'économie, je crois, où il avait commencé médecine. Et il était dans les archives, il est enregistré comme étudiant en économie. Bled Abslem,
Chentouf Abdelzak qui était chargé de l'administration, Ben Teftifa qui était pharmacien, et Al-Hassar, une personnalité tlemcenienne, qui était chargé de l'ordre public. Mais il y avait 3 personnes aussi qui étaient de ce qu'on peut appeler la société civile, notamment Cheikh Bayout, qui était du Mzab, Cheikh Mohamed, qui a été chargé de l'agriculture dans l'exécutif provisoire, Hamidou Boumediene, qui s'occupait des affaires sociales. Voilà. Et donc, tout ça faisait des personnalités, et c'est ça, moi, qui m'avait intéressé dans ce travail, dans l'exécutif provisoire, c'est qu'on a des trajectoires sociales de hommes de l'entre-deux. En fait, tous, ils se connaissaient. Dans l'Algérie coloniale, ils avaient communiqué entre eux, ils se connaissaient. C'était ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appelaient des spécialistes de la médiation. Tous comme ils étaient. Hein, même, disons, les centralistes. Hein. Il y avait des centralistes qui avaient déjà voulu faire de la politique dans la fin de l'Algérie coloniale. Et il y avait un courant minoritaire, là, des libéraux, dits des libéraux, qui est moins une doctrine que, disons, un esprit, une sensibilité, les libéraux. Et donc, c'est dans la jonction de ces hommes et de leur engagement que des choses pouvaient se déterminer pour l'Algérie future, après 62, parce qu'ils ont fait un travail formidable de mise en place des textes, des institutions, des accords de coopération avec la France, etc. Tout ça a été un travail remarquable qui s'est déroulé de mars à juillet. Ils l'ont fait vraiment dans des contraintes et dans des moments très difficiles. Et ils étaient, ce qu'on sait très peu, ils étaient aidés par des experts qui étaient des jeunes étudiants, et dont beaucoup étaient des grands intellectuels et des grands experts qui vont devenir, pour certains, ministres après. Il y avait Joseph Sixou, il y avait Roselli, il y avait, je cite, enfin, j'ai pas repris les noms, mais ils étaient extrêmement nombreux. Hein. Zaybek, Mohamed Mahiou, qui avait été sous-préfet de Gap, qui devenait préfet de Médéa, etc. Et donc il y a le Mohamed Khemisti, etc. Beaucoup de... C'est un vivier véritablement d'experts, d'intellectuels, on pourrait dire de technocrates, peut-être pas, mais de jeunes engagés pour la construction de l'Algérie, qui était véritablement, il pouvait être une force ou un vecteur d'un développement partagé, auto-centré. Alors, oui, il y a eu, et ce qu'on sait très peu, déjà dans ces années-là, il y a eu des préfets, des sous-préfets européens. Il y en a eu, je vais vous donner les noms, il y a eu un préfet à Tiaret jusqu'en 63, dans l'Algérie indépendante, un préfet à Tiaret qui s'appelait Paul Ripoll. Jusqu'à présent, les Tiaretis, disons, des vieilles générations se souviennent de lui et pensent que c'était une très belle époque, quand on parle avec des vieux, que Ripoll avait bien géré Tiaret. Il y avait Audouard Pierre qui était préfet à Colo, et Victoria Albert qui a été préfet à Batna. Et Roger Mas qui a écrit ses mémoires contre chez l'Armatan, sous-préfet à Intemouchent, et qui avait lui appliqué les décrets d'autogestion 63. Donc voilà, c'est un moment j'allais dire épiphanique, un moment où véritablement tout ce monde se retrouve et essaye de penser l'Algérie future. Alors, les débats au sein de l'exécutif, et ça a commencé à choper. Il y a un premier débat qui a fracturé, enfin, il a failli même mettre la transition en question. C'était au moment où les libéraux, enfin, ont proposé qu'on aille campagne référendaire et la constituante avec les anciens partis politiques, notamment le MNA, le PPA-MTLD, et le MPC, je crois 3 ou 4, le Parti communiste, etc., et que devait aller à la campagne référendaire. Il y a eu ce débat, et les représentants du FLN, notamment Blaid Abdeslam, a été très intransigeant, et Chentouf,
Et ils ont dit, ça va être le casus belli, on arrête tout là. Et ils ont dit pour le MNA, c'est notre OAS. Vous avez eu l'OAS, nous c'est notre OAS. Il n'est pas question que le MNA ou Messali puisse participer à la campagne après 62, etc. Et Tricot, qui était le haut représentant de la France auprès de l'exécutif et faisait le go-between avec De Gaulle, a été le voir et il a dit arrêtez, bon, on n'en parle plus, on n'ira pas avec disons, une campagne multipartie. Donc il y a eu cette idée, ils ont essayé ici ou là, disons, d'ouvrir vers le pluralisme, mais à chaque fois, il y avait des blocages, et ça n'a pas pu, j'ai pas le temps de développer, hein, sur le dos socio-économique, sur les accords culturels, sur les transports, je termine. Et donc, ils n'ont pas été très loin de ce point de vue-là. L'exécutif provisoire a eu énormément de difficultés pour gérer la période, et notamment, il y a eu des accords, comme vous le savez, comme certains le savent, des accords. Ils ont d'abord, sur le plan sécuritaire, fait en sorte qu'il y ait des groupes un petit peu, comment dire, électrons libres, notamment le groupe de Selmi, et ça, Fares en parle, qui se sont rendus, plus de 800 disons, hommes armés, hein, dans les hauts plateaux, qui se sont rendus, qui n'étaient ni FLN, ni MNA, qui étaient même approchés par l'OAS, hein, et donc Fares a fait en sorte qu'ils se rendent. Hein. Il y a eu donc aussi des négociations avec l'OAS, qui ont été reprochées après, on le sait, le débat, à Mostefaï, qui avait vu Ben Reda, qui lui a dit tu assumes, tu peux le faire, mais c'est toi qui assumes. Et du coup, Mostefa, avant de mourir, on a beaucoup parlé. Il a eu des accords avec Susini pour que les choses, que l'indépendance se passe dans les meilleures conditions et qu'on sorte de cette guerre atroce. Alors, voilà, ils ont essayé de faire des choses. Mais le rapport de force était ailleurs. Voilà, le gros problème, c'est que c'est des, j'allais dire, c'est des personnalités ou c'est des représentants de catégories qui n'avaient pas de base sociale. En gros, hein, c'était ici ou là des sensibilités, des gens qui se connaissaient, mais il y avait qu'une base. La base sociale, c'était la paysannerie pauvre. Et donc, la marche sur Alger de l'état-major était celle-là. Hein. D'ailleurs, le GPRA lui-même a été très vite marginalisé. Fares raconte tout ça, même s'il a lui tenté de remettre les pouvoirs, il a reçu Ben Reda juste après l'indépendance, et que donc, il y a, de ce point de vue-là, un échec de cette tentative de pluralisme algérien. Donc, vous voyez, 62 est très important, à la fois pour... Aujourd'hui, comment, quel type d'engagement peuvent être mobilisés dans des formes de coopération et d'échange entre l'Algérie et la France pour soutenir et consolider le développement de l'État algérien, mais aussi du point de vue de ce qu'a été les propositions, j'allais dire, de ce groupe ou de cette institution par rapport à l'avenir de l'Algérie, et qui a échoué, qu'on retrouve aujourd'hui dans le débat autour du mouvement du Hirak, hein, et qu'on retrouve avec l'idée effectivement, de réaliser un certain nombre d'avancées qui se sont un petit peu congelées, disons, au lendemain de 62 dans la lutte pour le pouvoir. Alors, il y a une lutte pour le pouvoir, une lutte non pas sur des bases, mais ça on pourrait peut-être en discuter, c'est qui va en parler, non pas sur des bases forcément politico-idéologiques, mais sur des problèmes d'individus finalement. Parce que les institutions, dans la guerre et après, sont identifiées aux individus. Jusqu'à présent, en Algérie, on identifie les institutions aux individus, ce n'est plus ces organisations, j'allais dire, rationnelles, bureaucratiques, qui fonctionnent, mais c'est les individus qui s'identifient, ou les institutions sont identifiées aux individus, ce qui fait que ça a continué un peu dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Aïssa Kadri a fait une
a abordé une question fondamentale. Pourquoi l'Algérie indépendante n'est pas devenue, entre guillemets, le Brésil de l'Afrique du Nord? Pourquoi il n'a pas été possible d'avoir une société, un pays où les Algériens d'origine européenne, qui se sentaient algériens, parce qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est d'origine turque, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, de génération en génération, qui se dit je suis d'origine turque, mais je suis fier d'être algérien, et pourquoi une Sylvie, un Jean-Jacques, qui était là aussi depuis 2, 3, 4 générations, ne pouvait pas lui aussi être algérien? Pourquoi ça n'a pas été possible? Il y a eu l'OAS, la terre brûlée, il y a eu ces milices qui s'en donnaient à cœur joie, surtout il y a eu la mise en minorité du GPRA, mais pourquoi, au-delà de la gouvernance? On peut comprendre que dans la Constitution, que dans la gouvernance, le FLN, etc., n'ait pas envie de voir des anciens pieds noirs, même s'ils sont gentils, mais pourquoi cette population, pourquoi ces Algériens d'origine, pourquoi ils ne sont pas restés? Pourquoi il n'y a pas eu une possibilité, puisque Aban Ramdan, Krim Belkacem, Mohamed Hajj, tous ces gens-là appelaient à une société où les Algériens d'origine européenne pouvaient s'intégrer. Et à ce titre-là, je vous conseille un très beau livre qui s'appelle Mémoire d'outre-tombe. C'est la discussion entre Jean Moulin et Aban Ramdan. Et donc c'est un livre extraordinaire où Aban Ramdan, je veux dire, évidemment, c'est de la fiction, mais parle d'une société, d'une Algérie indépendante, avec multiculturelle, avec une sécularité, etc., etc. Donc je pense que peut-être dans le débat qu'on aura tout à l'heure, c'est une des questions fondamentales. Pourquoi ce rendez-vous raté? Pourquoi ces gens-là n'ont pas pu rester en Algérie, vivre et contribuer à l'Algérie indépendante?